Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de la Semaine Éco de cette année. Ce soir, nous allons prendre le temps pour faire un bilan sur les réalisations accomplies en 2021 et nous allons nous projeter en 2022. Il y a de bonnes et de moins bonnes nouvelles, vous allez le voir. Selon la Banque d'Algérie, les réserves de change ont atteint 4 milliards de dollars et 724 millions fin septembre 2021. Le déficit de la balance commerciale est passé de 10 milliards 500 millions de dollars en 2020 à 1 milliard 571 millions de dollars en cette fin d'année. Grâce ce recul du déficit est dû principalement à la hausse significative des exportations. Mais quelle exportation justement? Principalement des hydrocarbures qui passent de 16 milliards de dollars l'année passée à 26 milliards de dollars cette année. La mauvaise nouvelle, c'est l'inflation qui passe à 9,2% en octobre 2021, plus 5 points par rapport à la même année, par rapport à la même période de la même année précédente. Il sera question de notre tissu économique et industriel. Nous parlerons de compétitivité dans nos entreprises. Quels sont les secteurs qui exportent vers l'étranger? Comment booster ces secteurs? Des exportateurs qui ont, ou des exportations qui ont dépassé cette année 3 milliards de dollars. Et comme nous vivons dans un monde numérisé, il sera question de numérique et nous vous dirons quels sont les pas qui ont été franchis en 2021, quelles sont les priorités pour libérer les initiatives en 2022 et permettre une véritable création de richesses. Il sera question d'exportation de services, des exportations qui ont stagné cette année à 2,3 milliards de dollars. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Assad Chaaben, expert financier et président du cabinet Finabi. Je reçois également Tajdine Bachir, président du GAL, le groupement algérien des acteurs du numérique. Vous êtes également chef d'entreprise. Et par Skype, nous avons avec nous Mohamed Achir, qui est professeur en économie à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Merci à tous les trois de participer à ce numéro de la Semaine Éco que nous avons intitulé Bilan 2021, perspective 2022. Et on commence avec vous, Mohamed Achir. Merci de prendre le temps de participer à cette émission. Avant de parler de bilan, parlez-nous en une minute des réalisations qui vous ont marqué durant cette année, M. Achir. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes amis sur le plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Bon, brièvement, le bilan d'abord s'affiche avec un début de retour aux équilibres macroéconomiques, surtout de la position financière extérieure. C'est vrai que nous sommes toujours avec un déficit, mais nous avons réduit le déficit de la balance des paiements à pratiquement 2 milliards de dollars, alors qu'il était 14 milliards de dollars l'année précédente. Un bilan aussi, on peut constater cette augmentation des exportations hors hydrocarbures qui a atteint déjà durant les 9 premiers mois de l'année 2021 3,015 milliards de dollars. Et cela, quand même, une avancée considérable. C'est un seuil, c'est-à-dire psychologique, qui a été franchi cette année 2021, alors qu'on ne dépassait pas, durant 2 décennies, les 2 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Très bien. On passe à Assad Chaaben. Vous êtes président du cabinet Finabi. Monsieur Mohamed Achir nous parle de ce dépassement de seuil psychologique des exportations aussi. Vous, quelles sont les décisions qui vous ont marqué cette année? En fait, concernant les décisions, d'abord on retient le plan d'action du gouvernement, donc concernant un peu la réforme. Donc c'est un point important qui suit un peu les efforts fait d'un point de vue macroéconomique. C'est-à-dire en fait, d'un point de vue macroéconomique, les efforts ont porté le fruit. C'est-à-dire en fait, la balance commerciale a été quand même moins déficitaire que l'année antérieure. Toutefois, ce résultat, pour qu'il soit atteint, il y a eu un impact important sur l'inflation. Donc cette inflation galopante voudrait que, en fait, il y ait une productivité
plus importante, donc le plan d'action en fait, du gouvernement qui doit être appliqué le plus rapidement possible, justement pour compenser et redresser cette situation difficile au niveau local qui a été causée par cette recherche d'équilibre macroéconomique. Donc c'est la décision la plus importante que nous retenons. Nous retenons aussi les exportations hors hydrocarbures qui ont augmenté d'une manière significative, donc en fait quand même de 120% par rapport à l'année antérieure, qui pourrait s'expliquer, on n'a pas les détails, on va dire, au niveau de la situation qui a été publiée par la Banque d'Algérie, mais qui s'explique principalement par l'exportation du rang à béton, donc, et puis du ciment aussi, qui ont connu une augmentation significative. Ça aussi, on le retient comme information importante. Il y a aussi un peu ce qui a été fait sur les services, donc l'exportation des services, comme les avantages qui ont été accordés, qu'ils soient fiscaux concernant les start-up, et surtout la possibilité de rapatrier donc, le total de leur exportation, certes avec certaines difficultés. Nous allons voir l'avis maintenant de Tejdine Béchir. C'est les principales décisions que nous retenons. Vous êtes donc président du groupement algérien des acteurs du numérique. On ne peut pas parler aujourd'hui d'économie sans parler de numérique. Le monde est numérisé. Je le disais au début de cette émission. Vous, quelles sont les avancées, on va dire, qui vous ont marqué cette année, Monsieur Béchir? Alors, sur le domaine du numérique, il y a eu plusieurs avancées. D'abord, par rapport à l'infrastructure, nous sommes passés d'un débit d'Internet de 2 mégas vers 10 mégas et sans augmentation des prix, donc ce qui est très avantageux. Par rapport à la certification électronique, l'AGCE, qui est l'autorité gouvernementale de certification électronique, est fin prête. Nous sommes prêts à aller vers la certification et la signature électronique. Malheureusement, après, je vais donner quelques problèmes par rapport à ça. Par rapport aux startups, nous avons actuellement un cadre réglementaire formidable. Nous avons un cadre aussi pour le financement, l'ASF, Algerian Startup Fund, qui permet de financer, de prendre des parts dans les startups. Nous avons aussi Algeria Venture, qui est un nouvel accélérateur en Algérie. Donc, tout cela, c'est des avancées au niveau numérique. Il y a de bons et de mauvais élèves. On pourra en parler tout à l'heure. Mais le plus important que je dirais aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de relance économique si on ne fait pas une vraie relance économique, si on ne fait pas de transformation digitale de l'administration. Si on ne va pas vers une e-administration. Très bien, nous allons évoquer cette question très importante tout à l'heure, mais avant cela, nous allons commenter tous ces chiffres. On revient vers vous, Mohamed Achir. Alors, on a dit parmi les bonnes nouvelles cette année, c'est le recul du déficit, de ce déficit de la balance commerciale, mais un peu notre talent d'Achir aujourd'hui, c'est l'inflation qui passe à 9,2%. Oui, l'inflation a enregistré quand même une hausse assez importante, mais cela s'explique par plusieurs facteurs, notamment exogènes, qui sont liés à la situation économique mondiale après Covid-19, qui continue malheureusement encore la pandémie de la Covid-19. Donc, l'Algérie subit, à l'instar de tous les pays du monde, de l'inflation mondiale. Ça, d'une part, surtout en termes d'augmentation des coûts des matières premières, des coûts logistiques, de transport, des énergies, et tout ça. Notre économie est très fortement dépendante des importations, que ce soit les intrants des entreprises ou les produits finis et les produits de consommation finale. Donc, il est normal que notre économie va subir la hausse de l'inflation mondiale, c'est l'inflation importée. Et le gouverneur de la Banque d'Algérie, bon, il a écarté un peu l'origine monétaire de l'inflation, quoique on remarque dans le bilan de la Banque d'Algérie une augmentation assez importante de la masse monétaire qui passe pratiquement à 19 900 milliards de dinars, c'est-à-dire pratiquement 20 000 milliards de dinars. Ça avoisine un peu les 97% du PIB, le rapport masse monétaire sur le PIB. Mais lui-même, il a exclu l'origine monétaire de l'inflation
parce que certains économistes aussi pourraient développer cette approche un peu d'origine monétaire, c'est-à-dire de l'expansion de la masse monétaire comme origine de l'inflation. Mais chez nous, en Algérie, on a des particularités. D'abord, l'inflation touche beaucoup plus les produits alimentaires. Donc, si 16% concernait le panier des produits alimentaires, c'est l'inflation de 16% lors du mois d'octobre au novembre dernier. Et cela est dû donc à la perturbation un peu du climat durant l'année 2021. Donc, il y a eu pratiquement une sécheresse. Donc, la production agricole a reculé relativement. Elle a reculé de 0,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Et vous avez évoqué ce chiffre de 19,19, alors qui a atteint donc 19 918,38 milliards de dollars. Vous parlez de la masse monétaire qui circule actuellement. On est bien d'accord sur les chiffres ? Tout à fait. Et puis aussi, il ne faut pas oublier un peu la désorganisation, carrément la faiblesse un peu du système de distribution nationale, ce qui provoque un peu la spéculation en termes de distribution. Nous n'avons pas encore un système d'organisation et de distribution, que ce soit des produits alimentaires, agricoles, ou même des produits, c'est-à-dire des produits semi-industriels. C'est-à-dire nous n'avons pas encore des chaînes de valeur, de distribution qui sont maturées, qui sont facilement à contrôler et pour éviter des spéculations excessives. Exactement. Donc, nous allons avoir l'avis maintenant de l'expert financier, si vous permettez, Mohamed Achir. Assad et Achir nous parle justement de toute cette pandémie qui a impacté l'économie. C'est une réalité, elle a impacté le monde entier. Mais il a parlé aussi de toutes ces problématiques qui impactent aussi au quotidien le travail qui est fait. Parfois, il y a des efforts qui sont faits, mais l'aboutissement, on ne le voit pas, notamment à travers ces chaînes de valeur qu'il a évoquées il y a un instant. En fait, l'impact de la pandémie en Algérie a été 3 fois supérieur au niveau mondial. Pourquoi ? Si on remarque, en fait, dans l'introduction de la situation qui a été réalisée par la Banque d'Algérie, donc dans l'introduction, on précise que la décroissance en l'année 2020 au niveau mondial a été de 3%. Chez nous, en Algérie, elle a dépassé les 10%, cette décroissance. Donc, on a subi la pandémie 3 fois plus que le niveau mondial. Et la reprise, donc l'année 2021, qui existe, donc la croissance est de 6% au niveau national. Mais si on élimine, c'est-à-dire si on essaie d'être comparatif au niveau mondial, en fait, la croissance dont nous avons profité en 2021 a été moins importante qu'au niveau national, surtout concernant la croissance, on va dire, du secteur hydrocarbures. C'est-à-dire, en fait, le secteur hydrocarbures a connu une croissance en 2021, mais moins importante que le secteur hydrocarbures, surtout concernant l'agriculture, qui a connu même une décroissance, le deuxième trimestre de 2021. Ça a été un peu corrigé par le BTPH, quand même, qui a connu une croissance de 13%, qui a suivi une décroissance de 20% l'année passée. Mais concernant la deuxième question, en fait, au niveau national, la productivité, pour le moment, n'arrive pas à compenser, on va dire, les compressions qui ont été réalisées sur les importations. C'est-à-dire le niveau industriel, local, n'est pas encore mature pour justement compenser cette compression que nous avons effectuée. C'est ce qui explique un peu la rareté de la ressource. En fait, il y a 3 niveaux qui expliquent cette inflation importante. Il y a d'abord la rareté de la matière, vu qu'il y a une compression sur les volumes importés. Il y a le taux de change qui s'est déprécié à un niveau important, quand même, à hauteur de 6% pour le dollar et de 10% pour l'euro. Et enfin, au niveau international, il y a eu une augmentation des prix, surtout des produits agricoles. Et justement, c'est pour ça que je reviens sur le plan d'action du gouvernement, qui est important qu'il soit mis en place le plus rapidement possible. Parce que selon la Banque mondiale, en fait, si le plan d'action n'est pas émis dans les plus brefs délais, on a encore une année. On arrivera à équilibrer, on va dire, nos agrégats macroéconomiques, mais à partir de 2023, on peut avoir un retour de boomerang. Donc, il faut que toutes les décisions prises, à l'instar de celles qui concernent l'exportation des services et l'exportation des produits hydrocarbures, doivent être mises en place rapidement, justement pour
élever le niveau de maturité économique et de productivité du secteur économique algérien. Très bien. Avant de passer à une autre question, j'ai envie de vous faire réagir par rapport à l'exportation de services également. Ça a stagné cette année, selon le dernier rapport de la Banque d'Algérie, c'est 2,3 milliards de dollars. Très bien. Alors pour les exportations de services, la nouveauté cette année, c'est que les exportateurs de services peuvent, comme a dit mon confrère, recevoir carrément les 100% de devises sur leur compte bancaire et en profiter. Sauf qu'ils ne peuvent pas les retirer. D'accord ? Cette note de la Banque d'Algérie n'a pas été bien comprise par les banques commerciales, les banques terminales. Donc aujourd'hui, quand les acteurs du numérique, lorsqu'ils exportent, ils rencontrent des problèmes avec les banques commerciales qui n'arrivent pas à interpréter cette note de la Banque d'Algérie. D'ailleurs, le dernier forum du GAN qui concernait l'exportation de services a fait apparaître ce problème entre la Banque d'Algérie et les banques commerciales. Le représentant de la Banque d'Algérie avait dit clairement aller faire de la pédagogie, de l'éducation, avec la BEF, etc., pour expliquer ça. Quand vous dites qu'elle n'a pas été comprise, ça veut dire qu'elle n'a pas été exécutée aussi. Elle n'a pas été exécutée du tout, et surtout que il faut savoir une chose, que l'exportation de services numériques, c'est pas un conteneur qu'on va envoyer qui va passer par la douane, etc. Un exportateur de services va envoyer son travail par Internet. Il doit recevoir tout de suite son pactole. Donc, la façon avec laquelle nous travaillons ne permet pas aux entreprises ni aux freelancers qui sont nombreux en Algérie, qui exportent leurs services mais qui reçoivent leur argent sur des banques en Lituanie telles que Paysera, etc. Et l'Algérie n'en profite pas. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a été sensible, nous lui avons expliqué tout cela, il a pris la décision, il a pris cette note, mais les banques commerciales n'ont pas encore suivi. Voilà le problème. Et même au niveau de l'exécution, la note, elle n'est peut-être pas très explicite parce que, est-ce qu'on connaît par exemple le taux que l'exportateur peut retirer immédiatement et le taux qu'il peut injecter dans son entreprise? Alors effectivement, il y a une ambiguïté dans la note de la Banque d'Algérie, ce qui nécessite justement d'après le représentant, plus de pédagogie, plus d'explications pour être exécuté sur le terrain. Mohamed Achir, comment développer l'exportation de services? Vous qui êtes spécialiste, professeur d'économie à l'université, qu'est-ce que vous enseignez à vos étudiants qui veulent se lancer justement dans des start-up, dans de l'exportation de services à l'étranger? Vous savez, les start-up et tout ce qui est service maintenant, c'est vrai, la tendance mondiale, elle est à la tertiarisation des économies. Même l'Algérie profiterait beaucoup de cette tendance de tertiarisation massive des économies mondiales, c'est-à-dire orientée vers le secteur des services, de l'informatique, du numérique, Internet, etc. Et même le marketing aussi, tout ce qui est service à l'entreprise, les délocalisations, même le mouvement de relocalisation qui devrait se faire après la période post-Covid-19, parce qu'il y a déjà un début de relocalisation, suite à l'augmentation des coûts de production, notamment en Chine et dans certains pays asiatiques. Donc cela profiterait à l'Algérie s'il va se positionner stratégiquement pour sous-traiter un certain nombre de services des grandes entreprises de la rive nord de la Méditerranée. Et là, justement, c'est dans ce cadre-là qu'il faudrait orienter un peu l'investissement des start-up. Parce que les start-up, ils sont plus orientés vers l'innovation, vers ces services, vers ces applications et vers cette sous-traitance des grandes entreprises. Donc cela impliquerait tout un écosystème dans lequel il faut que l'université, la recherche scientifique, les laboratoires, la connexion laboratoire universitaire, entreprise et financement du capital risque, parce qu'il faudrait un financement adéquat pour les porteurs d'idées, les start-upers. Donc tout ça, ça nécessite quand même un écosystème cohérent
bien ficelé. C'est pour cette raison que la solution ne pourrait pas venir seulement de la Banque d'Algérie avec des facilitations par rapport à la devise ou seulement du système bancaire ou du ministère du Commerce. Donc il y a tout un écosystème qu'il faudrait mettre en place progressivement et le positionner stratégiquement pour capter justement des sous-traitances avec des grandes entreprises en Europe ou même en Asie. Donc c'est un écosystème qu'il faut mettre en place. On va faire réagir aussi et continuer à commenter l'actualité de 2021. Le président du GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique, vous avez écrit un article publié sur GAN.dz sur l'interopérabilité entre carte CIB et Dahabia. D'ailleurs, l'accord a été signé cette semaine. Vous avez dit que ça permet de booster le paiement en ligne. Vous avez dit que cette initiative vient libérer les entraves liées au e-payment. Est-ce que cette décision est suffisante, M. Tajdi? Alors, c'est une grande avancée aujourd'hui pour le paiement en ligne, pour le commerce électronique. Avant, il y avait beaucoup de blocages par rapport à la généralisation de e-payment. Premièrement, il y avait cette procédure de demande d'homologation et d'intégration de l'interface de paiement pour un web marchand qui relevait carrément du parcours du combattant, qui pourrait durer entre 4 et 6 mois, qui nécessitait beaucoup de dépenses. C'est pour cela que nous avons actuellement 151 web marchands qui proposent l'interface de paiement en ligne. 151 web marchands, c'est très peu. La première avancée avant l'interopérabilité, c'est le lancement du site cibweb.dz qui a été lancé par le GUE Monétique. C'est une vraie avancée parce qu'il permet actuellement de faire la demande d'homologation et l'intégration de l'interface de paiement à travers un site web. La réponse, elle est donnée directement à travers le site web et même les essais peuvent se faire à travers le site web. La procédure qui durait entre 4 et 6 mois, aujourd'hui, ne dure que 3 semaines. La deuxième avancée avec le GIE Monétique, c'est qu'ils ont permis aux développeurs d'homologuer des modules de paiement prêts à l'emploi. Ça veut dire un web marchand, quand il vient, il veut intégrer le paiement en ligne chez lui si il trouve un module de paiement qui correspond à son site e-commerce. Il n'a pas besoin de faire tous les tests techniques. Il n'a qu'à acheter ce module de paiement et l'intégrer. Donc, on fait avancer rapidement les choses. On crée de l'emploi parce qu'il y aura des prestataires qui vont offrir leur module de paiement directement et ça permet aux web marchands d'aller plus vite. Ça, c'est la première avancée qui est non négligeable, sauf qu'on n'a pas bien communiqué dessus. La deuxième avancée, comme vous l'avez dit, c'est l'interopérabilité entre la carte CIB et la carte Dahabia. Avant cette interopérabilité, un web marchand devait proposer à ses clients sur le site web 2 interfaces de paiement. L'une pour la carte CIB, donc la carte bancaire, l'autre pour la carte Dahabia. Et s'il devait proposer les 2 interfaces, ça veut dire qu'il doit faire 2 demandes, 2 procédures, 2 fois le temps, 2 fois le paiement, 2 fois le dossier. Voilà. Et disposer aussi d'un compte commercial CCP, d'un compte commercial bancaire. Et un autre élément perturbateur qui est venu bloquer, ajouter du blocage au blocage, c'est que les comptes CCP commerciaux ont été suspendus. Ça veut dire que on ne peut plus proposer l'interface de paiement CCP, sauf pour les anciens qui n'étaient qu'au nombre de 31. Un nouveau web marchand qui désire intégrer l'interface de paiement sur son site web, il ne pouvait plus intégrer l'interface de paiement de Dahabia. Et sachant que le nombre de détenteurs de cartes Dahabia en Algérie, qui est de 8 millions, nettement supérieur à celui de CIB, donc ce n'était plus intéressant pour le web marchand d'intégrer le paiement en ligne. Maintenant, avec l'interopérabilité, ça règle les 2 problèmes. Premièrement, un web marchand maintenant, il va faire une seule demande d'homologation et d'intégration de son service de paiement. D'accord? Le client, quand il va sur le site web, il va trouver une seule interface dans laquelle il pourra faire un paiement à partir de sa carte CIB ou bien à partir de sa carte Dahabia. Le web marchand n'est pas obligé d'avoir un compte CCP commercial. Son compte bancaire, il peut être domicilié dans une un compte bancaire normal. Les montants, quelle que soit l'origine, carte Dahabia ou carte CCP, ils vont arriver sur son compte bancaire. Et là, je pense que nous avons réglé pas mal de problèmes. Je pense aussi que ça va booster
le commerce électronique, le paiement en ligne, la facilité d'intégrer le paiement, ne pas exiger un compte commercial, avoir une seule interface, donc ça va donner plus de possibilités pour le commerce électronique. Monsieur Assad, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est-à-dire qu'on va forcément, inévitablement, inéluctablement vers le paiement en ligne. Il faut libérer les initiatives. Aujourd'hui, avec ces décisions, est-ce que ça permet une création de richesse? En fait, oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut Pour alors? être un peu plus technique, donc je reviens à la masse monétaire en fait en Algérie qui est maintenant de 19 milliards de dinars. En fait, mais si on cherche, on va dire l'information sur la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en fait les billets qui sont en circulation. Donc en fait, quand on fait un calcul, on va dire à l'intérieur de la situation qui a été publiée par la Banque d'Algérie, on arrive à un chiffre de 8500 milliards de dinars. Donc, qui sont en circulation. Donc, le niveau de la monnaie, donc, qui est sous forme fiduciaire. Ces décisions en aval sont importantes. Toutefois, nous pensons qu'il y a des décisions aussi en amont qu'il faut mettre en place. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que d'un point de vue benchmark, donc d'un point de vue international, pour justement réaliser la bancarisation, il faut aussi développer la grande distribution. Parce que actuellement, c'est vrai, le e-payment est important, mais pour des raisons fiscales, principalement. Donc, la traçabilité de ces flux financiers, on va dire, dans des comptes directement bancaires, posera un problème. Parce qu'il y a un niveau d'évasion fiscale important en Algérie qui est justement au niveau de l'activité de distribution de détail. Donc, en fait, il faut apporter une solution de ce côté-là et développer la grande distribution qui va venir justement évincer l'activité du détail, justement pour ramasser ces flux qui sont au niveau de la sphère informelle. Et ensuite, le e-payment viendra en aval justement pour atteindre cet objectif de l'inclusion financière. Mais ce n'est pas suffisant parce que sinon, en mettant seulement le e-payment, ça va apporter un fruit. Ça va améliorer l'inclusion financière, mais pas au niveau escompté si on ne met pas la grande distribution en amont. Ouais. Sachant aussi que la gestion de toute cette masse monétaire, quand on parle de gestion, c'est transport, impression, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Je pense que ça avoisine les 2% de notre PIB et c'est une charge lourde aussi. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Tajdine, avant de donner la parole à Mohamed Achir? Il faut savoir qu'aujourd'hui, quels sont les avantages de cette interopérabilité? Un web marchand aujourd'hui va adresser 11 millions de clients potentiels. Les 8 millions et les 3 millions. Les 8 millions d'Ahabia et 3 millions. Donc c'est énorme. C'est la population d'un pays. Donc il faut aujourd'hui communiquer autour de ça pour promouvoir le commerce électronique. Il faut que les web marchands comprennent l'intérêt de cette interopérabilité parce qu'il faut communiquer d'une façon qui parle aux web marchands. Dire qu'il y a interopérabilité ne suffit pas. Il faut des professionnels de marketing pour dire quels sont les avantages d'avoir un site qui offre une interface de paiement électronique. Vous avez 11 millions de clients potentiels à qui vous pouvez vendre vos produits et services. Mohamed Achir, alors... Tajdine Bachir nous dit qu'il faut libérer les initiatives. Il nous dit que cet accord d'interopérabilité est un point en avant. Monsieur Assad nous dit que ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin, plus rapidement. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Vous êtes professeur en économie. Est-ce qu'il faut exiger le e-payment? Est-ce qu'il faut exiger à nos entreprises, à nos marchands, à nos surfaces, à nos commerces d'utiliser le e-payment pour plus de transparence, pour justement remettre cet argent qui circule ou qui dort dans les tiroirs, dans la tuyauterie, dans le circuit économique? Oui, tout à fait. Il faut recourir à la contrainte. Il faut rappeler que la loi de finances initiale de 2020, enfin, la loi de finances complémentaire 2020 avait prévu déjà un délai pour l'utilisation des
des terminaux de paiement électronique par tous les commerçants. Ensuite, on a fait machine arrière. Donc, il y a une résistance. Il y a une résistance par rapport à cette utilisation. Et à chaque fois, on remporte les délais de vigueur d'application de paiement électronique, ou même des TPE, des terminaux de paiement électronique. Je crois que maintenant, quand vous dites, peut-être qu'il faut passer quand même à l'application de la contrainte, parce que le volume des masses monétaires fiduciaires qui circulent dans l'économie est pratiquement maintenant dangereux pour notre économie. Lorsque le président de la République a annoncé des milliards de dinars qui circulaient hors circuit bancaire, donc, et 50% de l'économie est informelle. Cela relève aussi quand même un peu de menaces, même sécuritaires du pays. Hein. C'est-à-dire il y a la plus grande moitié de l'économie échappe au contrôle, à la régulation de l'État, à la traçabilité. Et donc, dans cette optique-là, peut-être progressivement, il faut donner des alternatives comme ça de paiement électronique avec la généralisation des moyens de paiement électronique, mais aussi il faudrait les accompagner par la contrainte légale et fixer des seuils de paiement. Par exemple, certains contrats, certains échanges, il faut les exiger qu'ils soient payés en utilisant au moins des instruments classiques de paiement, le chèque. Il faut généraliser l'utilisation du chèque et généraliser aussi les virements des banques. On achète en cours encore des choses, on les paye 5 millions de dinars, 10 millions de dinars, 1 milliard de centimes. Et tout ça au vu aussi de tout le monde. Donc il faudrait que l'État agisse dans le sens où un certain seuil doit être interdit au paiement par cash. Très bien, un certain seuil interdit de paiement par cash, c'est ce que nous dit notre invité de Tizi Ouzou. Quels sont les instruments susceptibles de drainer cet argent vers le circuit formel, M. Assad? Justement, je réitère en fait sur la grande distribution qui est importante, parce que au niveau international, je réitère que c'est le moyen qui a été utilisé pour améliorer l'inclusion financière, et le e-payment est venu en amont. Il y a la Banque islamique, quand même, qui est un bon moyen aussi de drainer, on va dire, cette monnaie au niveau informel. Bon, ça a apporté quelques fruits, pas autant que souhaité, mais quand même, ça commence à germer. Aussi, on peut réfléchir à tout ce qui est microfinance. Donc, ça permet aussi, on va dire, à des citoyens, donc au niveau, on va dire, local, donc d'être bancarisé, d'aller vers le secteur bancaire. D'ailleurs, c'est dans le cadre du plan d'action, d'aller vers la création, on va dire, d'établissements de microfinance. C'est aussi intéressant comme piste. Et enfin, réfléchir à une réforme fiscale, parce qu'au fait, le fond du problème structurel, il est fiscal. Pourquoi j'insiste sur cette problématique de la grande distribution? Actuellement, le taux forfaitaire concernant les détaillants, on va dire, qui achètent et qui revendent, est de 5%. C'est-à-dire sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Mais dans la réalité, le niveau de chiffre d'affaires déclaré est inférieur au chiffre d'affaires réel qu'ils réalisent. Ça leur permet de réduire leur coût fiscal d'une manière significative. Alors qu'un hypermarché, malheureusement, il a un taux fiscal qui est celui d'une entreprise au réel. Donc, en fait, c'est pour ça que les prix au niveau du détail, quelque part, sont moins importants que dans la grande distribution. Donc, le e-payment, quelque part, si on ne met pas en amont la grande distribution qui viendra concurrencer, voire phagocyter le détail, va être un peu moins efficace. Parce que les gens vont continuer à résister. Donc, ceux qui font dans la distribution des détails, justement, pour ne pas payer le coût fiscal qu'ils doivent. Et aussi, il y a un peu le citoyen. Comme vous savez, le rejet du changement est important. Donc, il y aura une phase, on va dire, d'adaptation qui risque d'être longue, alors que le besoin, comme disait Mohamed Achir, le besoin est urgent, parce que ça devient presque une affaire de sécurité d'aller vers cette inclusion financière. Monsieur Tajdine Béchir, Monsieur Assad nous dit qu'il faut absolument intégrer la grande distribution, mais j'ai une autre question à vous poser, le mobile payment. Le mobile payment, c'est un autre chantier qui peut booster l'économie nationale. Tous les pays qui sont passés vers
le mobile payment ont connu un certain rebond dans leur économie. Notre pays, il est connecté. Les Algériens possèdent tous un téléphone portable, ils sont connectés à Internet. Aujourd'hui, comment valoriser cela? Très bien. Alors, en Algérie, nous sommes un peu plus de 40 millions d'habitants. Nous avons dit que 11 millions d'habitants possédaient des cartes bancaires. Donc, 11 millions d'habitants pouvaient faire du e-payment et du paiement électronique. D'accord? Il reste les autres. Les autres, ou bien ils ne sont pas bancarisés, ou bien ils ne possèdent pas de carte. Ils sont bancarisés, mais ils ne possèdent pas de carte encore. Pour le mobile payment, il y a plusieurs types, disons, mais les plus importants, c'est trois types de types de paiement, de M-payment. Il y a premièrement le mobile payment qui est adossé à un compte bancaire ou une carte bancaire. Bancarisé. Bancarisé. Et là, on l'a déjà. Je vous donne l'exemple de Beridimob qui cartonne actuellement, de Banksy et plusieurs banques, d'autres banques qui permettent de faire, grâce à son mobile, grâce à son smartphone, des virements de compte à compte. On peut faire des virements de compte à compte sur Beridimob, on peut payer sa facture d'électricité, sa facture d'Internet. Tous les grands facturiers qui offrent le paiement par carte Dahabia. Il y a le deuxième type qui est le portefeuille électronique. Celui-là ne nécessite pas d'être adossé à un compte bancaire. Il n'est pas encore autorisé en Algérie. Et le troisième type qui est le plus important, c'est le paiement par crédit télécom. Là, c'est quelque chose de formidable. Il n'est pas encore autorisé. Ça permettra l'inclusion financière rapide de toute une population qui ne nécessite pas d'avoir un compte bancaire. Il suffit d'avoir une puce téléphonique. Vous avez votre porte-monnaie dans votre puce. Il ne nécessite aucun investissement parce qu'actuellement, tout le monde connaît le Flexi. C'est exactement ça. On va payer des produits et des services grâce à ce crédit qu'on a sur notre téléphone. Donc, ça permettra rapidement d'inclure des franges de population non bancarisées. Le réseau de distribution, le réseau de commerçants qui permettent de créditer ces puces-là, il existe déjà parce qu'on va chez dans n'importe quel buraliste pour créditer nos puces. Ça permettra d'aller rapidement vers le e-payment et d'attirer toute la manne financière qui est à l'extérieur. Je vous donne un exemple frappant, celui du Kenya. Le Kenya, c'est un pays de 51 millions de population, de 51 millions de personnes. Ils ont ce qu'on appelle le M-Pesa. Le M-Pesa, c'est un moyen de paiement par leur smartphone. Avec le M-Pesa, pour le premier trimestre de 2021, ils ont réalisé 15 milliards de transactions. Avec un moyen de transaction de $20. Ça veut dire que 300 milliards de dollars ont été échangés par M-Pesa durant le premier trimestre. Imaginez le manque à gagner qu'on est en train de perdre aujourd'hui en Algérie. Je vais faire réagir M. Assad par rapport à ça. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de manque à gagner? Parce qu'on parle souvent de ce qu'il faut faire, mais aujourd'hui, ce manque à gagner, il peut se chiffrer à combien de milliards en Algérie? Combien d'argent on est en train de perdre chaque année quand on ne fait pas les réformes qu'il faut? En fait, pour rester sur le même sujet, en fait, actuellement, la liquidité bancaire, elle est à peu près de 1400 milliards de dinars. Donc, si on prend ce qu'il y a dans la sphère informelle, les 8500 milliards de dinars, donc en fait, on a une force de frappe qui est de 10 000 milliards de dinars. Qui pourrait être utilisé justement pour accompagner, pour financer le plan d'action qui est névralgique et nécessaire pour compenser la stratégie de compression des importations. Sinon, le niveau d'inflation qu'on va subir risque, on va dire, d'être problématique. Donc les 10 000 milliards de dinars, en fait, pourraient justement financer les investissements qui sont nécessaires justement pour développer des agents économiques, on va dire, réels. Parce que c'est quoi un agent économique réel? Donc en fait, l'agent économique réel, c'est celui soit qui réduit les importations. Donc comment? De deux manières, soit en utilisant la matière première locale, soit en permettant, en utilisant la matière première locale, d'avoir un prix de vente du produit local inférieur au produit importé. Le troisième niveau, c'est celui qui exporte. Donc c'est justement d'affecter, d'adosser ces 10 000 milliards justement pour financer ces acteurs économiques. Donc le manque à gagner est très important. Mais pour le chiffrer,
Ça demande... On ne peut pas le chiffrer. Exactement. Mohamed Achir, est-ce qu'on peut chiffrer ce manque à gagner? Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse proposée par Assad Chaban? Oui, tout à fait. Il y a un manque à gagner pour le financement de l'économie. Déjà, notre économie actuellement, selon le dernier bilan de la Banque d'Algérie, il n'y a pas eu quand même, il y a un encours de crédit à l'économie qui dépasse les 11 000 milliards de dinars, certes, mais cette année 2021, il n'y a pas eu quand même un pourcentage important de l'économie par les banques, notamment les banques publiques. Il y a eu une augmentation de 3,8%, alors que les banques privées de 8%. Et cela, d'abord, on a vécu quand même une crise de liquidités très importante. Fin décembre 2020, les liquidités bancaires ont atteint les 600 milliards de dinars seulement. Et maintenant, on est un peu grâce. Alors, on a des difficultés à entendre. Obligataire des banques, on est à 1400 milliards de dinars de liquidités bancaires, mais la masse monétaire qui circule hors circuit bancaire officiel est un manque à gagner important pour le financement de l'économie, le financement de la croissance et pour effectivement accompagner le plan de relance économique annoncé par le gouvernement. Très bien. Maintenant, les mesures d'inclusion bancaire et financière sont à diversifier parce que même la finance islamique, finalement, n'a pu récolter que quelques 8 milliards de dinars depuis le lancement de 8 produits de finance islamique. Donc il faudrait encore faire des réformes diversifiées, que ce soit sur le plan institutionnel et sur le plan des produits, notamment développer des sociétés de capital risque et de capital investissement, développer des sociétés qui rentrent dans l'approche d'économie sociale et solidaire, tout ce qui est finance solidaire, microfinance, pour mieux faire de l'inclusion financière et bien entendu entamer des réformes profondes du système bancaire et financier algérien. Très bien. Je reviens vers vous dans un instant pour nous donner votre avis justement sur le chantier qu'il faut absolument commencer en 2022. Monsieur Assad, le président de la République l'avait annoncé, 2022 sera éminemment économique, surtout après le parachèvement des réformes institutionnelles. Aujourd'hui, il faut mettre en place ce plan du gouvernement. Vous dites qu'il faut le mettre en place immédiatement, dès janvier prochain? Ben oui. C'est normal. Donc, d'abord, il y a la réforme du secteur bancaire qu'il faut réaliser, bancaire et financier, pour rebondir sur ce qui a été dit par M. Achir. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le financier qui accompagne le développement économique. Vous dites que si on ne fait pas, j'essaie de comprendre ce que vous dites, si on ne fait pas la réforme qu'il faut du système bancaire et financier, c'est qu'on va continuer à avoir peut-être un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas pu régler l'année dernière et qu'on n'a pas pu régler auparavant aussi. Un plan d'action, c'est un ensemble, on va dire, d'actions qui doivent être financées. Donc actuellement, justement, le secteur bancaire, il a une certaine liquidité, qui doit être utilisée à bon escient. Donc là, l'évolution des crédits à l'économie est à peine de 400 milliards de dinars, donc entre 2020 et 2021. Donc c'est très timide, on va dire, justement, pour financer ce plan d'action. Donc il faut aller vers, on va dire, plus d'agressivité dans le financement du plan d'action, mais se limiter au plan d'action. Mais réforme bancaire et financière, M. Assad, on en parle depuis plusieurs années. Pourquoi c'est urgent de le faire en 2022? Pourquoi c'est urgent? Parce que tout simplement, pendant une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, le secteur bancaire finançait principalement, on va dire, les importations et subsidiairement les grandes entreprises. Alors que celles qui créent plus de valeur, c'est plus les PME. Alors qu'actuellement, le niveau de financement des PME est très faible. Et surtout, le niveau de garantie qui est exigé est trop important. À titre d'exemple, au niveau international, 90% des PME financées, on leur demande des garanties financières.
Donc chez nous en Algérie, c'est seulement 10% de PME qu'on finance, auxquelles on demande justement des garanties financières. On continue à leur demander des garanties réelles. Donc il faut aller vers le financement des petites, on va dire, entités efficaces, efficientes, justement, qui travaillent soit pour réduire les importations, soit pour booster les exportations. Mais le secteur bancaire n'est pas suffisant. Il faut aussi développer de la finance alternative. Donc à l'instar du capital investissement, c'est pour ça que le fonds des startups donc a été Algeria Startup Fund. Algeria Startup Fund a été une belle initiative et ça fonctionne assez bien. Donc ça accompagne justement le financement des startups. Il y a aussi un fonds d'investissement qui a été créé pour accompagner les PME, qui a été doté de 11 milliards de dinars, justement pour accompagner, pour s'adosser aux banques. Parce que justement, le changement de paradigme prendra un peu de temps pour les banquiers pour qu'ils aillent justement vers le financement du secteur économique réel. Et enfin, il y a aussi un peu ce que nous avons tendance à oublier, surtout pour accompagner la transition énergétique, donc tout ce qui est finance climatique. Ça, c'est un chantier très important. Un chantier important et on est en retard. Donc on est en retard, donc il y a des fonds internationaux que nous pouvons justement lever pour le cas algérien, pour nous accompagner justement dans la transition énergétique, soit pour aller vers des énergies renouvelables, soit pour l'efficacité énergétique. Donc il y a 100 milliards de dollars annuellement qui sont mis à la disposition des pays justement pour aller vers cette transition. On peut aussi développer, on va dire, de la finance locale pour accompagner justement cette transition. Pourquoi pas un fonds d'investissement climat justement, qui fonctionnera comme le fonds d'investissement des PME, justement pour accompagner le changement, on va dire, de modèle économique. Par exemple, aller vers le financement des énergies renouvelables avec ce fonds national de climat, par exemple. Tejdin Béchir, alors, M. Assad nous dit qu'il faut absolument une réforme financière et bancaire pour 2022. Pour vous, votre cheval de bataille, c'est aussi la numérisation de l'administration. Et vous dites souvent que la numérisation, ce n'est pas de recevoir son extrait de naissance ou son casier judiciaire, pouvoir le télécharger et l'imprimer, mais c'est une entité qu'il faut mettre en place, supra-institutionnelle, supra-ministérielle, qui permet une connexion et une connectivité de toute la société. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la transformation digitale de l'administration, c'est elle qui permet d'aller vers la relance économique. D'accord ? D'ailleurs, l'administration, volontairement ou involontairement, elle est en train de bloquer la relance économique. Le président de la République l'a dit la dernière fois quand il a évoqué le problème de blocage des investisseurs. Donc, c'est des dossiers administratifs qui sont bloqués. L'avantage de la e-administration, c'est qu'elle est garante de la transparence et il n'y aura plus de bureaucratie. Pour aller vers cette e-administration, il faut avoir une vision globale parce que le numérique, il est transversal. Vous, Kamel Souik, vous êtes l'administré au niveau du ministère de l'Intérieur, vous êtes le justiciable au niveau du ministère de la Justice, vous êtes un cotisant au niveau de la CNAS, vous êtes la même personne. Aujourd'hui, nous avons une duplication des systèmes d'information, aucune relation entre ces systèmes d'information. Aujourd'hui, certaines administrations nous disent que vous pouvez aller sur le site gouvernemental et télécharger et imprimer un document administratif. Je dis clairement que ça, ce n'est pas de la e-administration, ce n'est pas de la digitalisation. Une e-administration, c'est une administration zéro papier. Et nous l'avons vécu, cette expérience de zéro papier. Rappelez-vous quand on a demandé la carte nationale biométrique. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur le site du ministère de l'Intérieur. Nous avons rempli de chez nous un formulaire sur le site. Après quelques semaines, nous recevons un SMS qui nous dit « Vous pouvez aller vers votre commune retirer votre carte biométrique ». Nous n'avons déposé aucun dossier. Nous ne sommes pas déplacés vers cette administration. D'ailleurs, quand on est allé récupérer cette carte, nous nous sommes identifiés avec nos empreintes chez le préposé au niveau de la commune. Et nous avons récupéré cette carte biométrique. C'est ça la e-administration, c'est le zéro papier. Maintenant, nous nous sommes arrêtés là. Aujourd'hui, tout le monde rigole. Vous êtes en train de faire une photocopie de votre carte biométrique.
Effectivement, oui, ils ont raison. Parce que personne n'a dit aux autres administrations que vous devez maintenant acquérir des lecteurs de cartes biométriques. Comme ça, lorsque le citoyen va se présenter à une autre administration autre que le ministère de l'Intérieur, il va présenter sa carte, le préposé de cette administration va scanner sa carte, il va tout de suite reconnaître et authentifier cette personne sans lui demander de faire une photocopie, de ramener un extrait de naissance. Donc il faut une vision globale, il faut une autorité supraministérielle pour pouvoir faire ça. Autre problème, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que nous avons développé la certification électronique. Aucune administration aujourd'hui ne l'utilise. Parce que l'autorité gouvernementale de certification électronique ne peut pas imposer aux autres ministères. Donc, il nous faut une autorité supraministérielle avec des pouvoirs pour pouvoir imposer tout cela. C'est la transversalité entre les secteurs donc, qui fait défaut aujourd'hui. Tout à fait. Je vais vous donner la parole dans un instant pour nous parler des projections de 2022 et ce qu'il faut absolument entamer pour créer une véritable économie solide qui se base justement sur ces entreprises et qui se base notamment sur le numérique parce que c'est important. Dernier mot, Monsieur Mohamed Achir, les perspectives pour 2022. L'économiste pense quoi exactement? Quel chantier il faut absolument entamer, mettre en place? Quelles sont les urgences? Oui, 2022, donc on annonce déjà beaucoup de chantiers. On attend le code des investissements, d'abord, c'est très important. Et même pour cette question aussi de la signature électronique, des groupements de sociétés, des startups. Donc on attend également la réforme du code de commerce. C'est très important pour donner un environnement attractif et adéquat pour l'investissement et l'entreprise en Algérie, même pour les entreprises étrangères. Comme nous attendons également le code du wilaya, le code des investisseurs de communal et l'agence qui va gérer les zones industrielles. Donc tout ça quand même, c'est des chantiers très importants qui nous attendent pour 2022, sans oublier bien sûr, dans le plan d'action du gouvernement, il est prévu la privatisation ou l'ouverture du capital de certaines banques. Merci beaucoup, Mohamed Achir. Vous étiez en direct avec nous à partir de Tizi Ouzou. Oui, je me tourne vers vous. Juste par rapport au numérique, donc nous sommes très en retard dans l'économie numérique. Vous savez, on est à peu près à moins de 3% du PIB, l'apport du secteur numérique dans le PIB, alors qu'aux États-Unis, le numérique participe à 2200 milliards de dollars dans le PIB. Et la Chine envisage justement pour 2025 d'atteindre les 20% de son PIB créé par le secteur numérique. Donc là, juste un dernier élément, donc il faudrait mettre le paquet également sur la formation du personnel de l'administration publique, des entreprises également, très bien, pour accompagner ce défi numérique. Merci beaucoup, Mohamed Achir. Il a évoqué la Chine, le cas de la Chine qui a fait sortir 100 millions d'habitants de la pauvreté pendant 5 ans grâce au e-payment justement. Monsieur Assad, la priorité 2022? La priorité, en fait, c'est la réforme de l'administration. C'est important parce que, tout simplement, le code des investissements que nous sommes en train d'attendre, on va dire patiemment, parce que c'est important que le climat des affaires soit un peu adouci, justement pour accompagner, que ce soit des investisseurs locaux ou étrangers. Mais si la réforme de l'administration ne va pas suivre, en fait, ça ne va pas apporter, on va dire, les dividendes escomptés. Il y a aussi la privatisation des entreprises publiques qui urge. Parce qu'en fait, c'est un gouffre financier important et surtout, ça phagocyte d'une manière importante les ressources bancaires. C'est-à-dire, en fait, 50% des ressources bancaires vont justement vers le secteur public qui, malheureusement, ne crée pas assez de valeur. Donc, il faut réformer le secteur public. Il y a aussi la finance alternative qu'il faut développer de plus en plus, justement, pour qu'elle s'adosse, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la finance bancaire. Donc, et puis, se mettre éventuellement à l'administration à digitaliser, on va dire, ces processus de choix des investisseurs. C'est pour ça que nous avons proposé des systèmes de notation, on va dire, pour choisir les investisseurs adéquats, pour accorder les avantages. Idem pour les entreprises d'exportation, justement, il faut se mettre à noter d'une manière digitale pour justement que l'administration soit réformée.
l'économie, parce que c'est important. C'est le digital qui est la réforme. Tejdine Béchir, alors on a parlé de formation de personnel, on a parlé aussi de réforme fiscale et bancaire. Pour vous, ce serait quoi le 2022 ? Aller vers une administration digitale, interconnectée, capitaliser sur l'informatisation de l'état civil pour aller vers une identité numérique. Il faut aussi que le citoyen fasse du sien aussi. Je m'explique. Aujourd'hui, après les succès de l'équipe nationale, tout le monde dit nous avons besoin d'un Belmadi dans tous les secteurs. Je vous assure que les Belmadi, ça existe partout, dans tous les secteurs, sauf qu'ils ne sont pas, on ne les voit pas, on ne les reconnaît pas. Les managements à obligation de résultat. Bien sûr, tout à fait. Et la confiance aussi. La confiance entre le citoyen et le gouvernement. Et justement, c'est ça qu'il faut instaurer. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce numéro de la Semaine Éco. Assad Chaban, vous êtes président du cabinet Finabi. Tejdine Béchir, vous êtes président du groupement algérien des acteurs du numérique. Et nous avons eu le plaisir d'avoir Mohamed Achir, professeur en économie à l'université de Tizi Ouzou. Mouloud Maamri, il était en direct avec nous via Skype. Nous avons essayé de faire le bilan de cette année. Nous avons évoqué les décisions importantes dans le secteur économique. Nous avons évoqué et commenté justement les bonnes et les mauvaises nouvelles. Mes invités se sont projetés sur 2022 avec beaucoup de réalisme et un peu d'optimisme aussi. Et ce malgré la 4e vague de pandémie qui menace notre pays. Je vous retrouve à partir de la semaine prochaine pour le journal de 19h à partir de jeudi et la Semaine Éco. Dimanche prochain, cette émission a été préparée par Nawal Abada et elle a été réalisée par Bounedjma Boulis. Belle soirée.